Bon allez là, je vais être en retard. Elle démarre jamais cette bagnole là. Allez, choupette de merde là. Allez, putain. Ouais, c'est quoi ça encore? Choupette de merde, déjà je t'aime pas. Hein? Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est une ancienne. Oui. C'est un peu comme ta grand-mère. Il faut être gentil et doux avec elle. Si tu essayes de lui rentrer dedans, ça marchera pas. Ok. Tiens, donne un tout petit coup de gaz. Attends, un petit coup de gaz. Un petit coup de gaz. Un petit coup de gaz avant. Donc la pédale à droite. Oui, merci. Voilà. Donne un petit coup de gaz. Ok. Et dès que ça commence à démarrer, t'accélères un petit peu. Regarde. Parfait. Tu vois, quand tu offres des chocolats à la truffe à ta grand-mère, elle va les apprécier et elle va les manger avec délicatesse. Elle va pas se jeter sur la boîte. Et ben c'est pareil. Ok, bon, bah, merci monsieur Nicolas. Bon allez, bonne balade. Allez, salut. Ouais, il avait raison. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. C'est bon pour vous? Bah moi je suis calmé perso. Plus jamais je fais de bêtises. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à nouveau au garage Peanuts Butter. On va accueillir Nico. Nico? Ouais. Il arrive. Comment vas-tu? Bah très bien et toi? Ça va? Tranquillou? Oui. Alors, aujourd'hui, je viens de voir toi pour partager mon petit projet. Tu te rappelles, je t'en avais parlé, on fait un petit tour en voiture. Oui. L'idée, c'est de parler de la conduite, de ta passion pour les vieilles bagnoles. Oui. Et de faire une petite analyse de ta conduite, partager un petit moment ensemble. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en 2-3 mots? Écoute, au raccourci. Pourquoi? Au raccourci. Je sais que 3 mots, t'aimes pas ça, mais allez, on tente. Bah écoute, je m'appelle Nicolas, j'ai 57 ans, je fais des courses de dragster depuis 1985, championnat d'Europe. D'accord, ok. Une magnifique voiture qui est juste là, Ok. que tu prendras certainement en vidéo après. T'aimes bien le orange, hein? J'aime bien le orange, ouais. Toutes mes voitures sont orange, je peins les voitures de clients en orange, ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Et d'ailleurs quand les clients viennent ici, ils n'ont pas le choix de grand chose. D'accord, ok. Voilà, Voilà, l'ambiance est donnée, hein, vous avez compris. Moi je viens de la publicité, j'ai fait 25 ans ma carrière dans des agences de com et d'agences d'événements. Parallèlement à ça, en faisant des courses de dragster, mon garage était équipé comme un vrai garage. Et il y a 7 ans, je dirais que j'ai fait mon, entre guillemets, un coming out en me disant la publicité me fatigue. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir les mains dans le cambouis et avoir un peu froid l'hiver dans ma grange. Mais voilà, donc ma passion est devenue un métier. Ce qui arrête quand même pas mal de choses, c'est que la passion où on est motivé un week-end pour travailler sur sa voiture, maintenant on le fait dans la semaine. La petite chérie bouge un peu moins parce que je privilégie les voitures de clients et les restaurations. Mais l'avantage, c'est que tu as un métier qui est passionnant. Tu te lèves le matin, tu n'as limite pas l'impression d'aller au boulot. Voilà, c'est ça. Il y a un grand écrivain qui disait le jour où tu as trouvé ton métier, tu n'as plus besoin de travailler. C'est exactement ça. Moi, je viens par plaisir ici. Je viens vraiment, c'est une passion et j'ai plus vraiment l'impression de travailler. D'accord, ok. Bah, écoute, génial. Hein. Très peu de personnes peuvent dire la même chose, j'imagine. Donc c'est tout à ton honneur, c'est parfait. C'est efficace parce que quand on aime ce qu'on fait, on est obligé entre guillemets d'être bon et surtout c'est le sentiment du travail accompli est bien fait. Bien sûr. Voilà. Par contre, par rapport à la communication, tu dis que tu as fait ton coming out, mais il y a toujours un peu de com dans ta vie. Je crois que je t'ai vu à la télé. Oui, alors on fait une émission, le garage fait une émission télé depuis le départ qui s'appelle Vintage Mécanique. Ah, j'en ai entendu parler. Ouais. Donc voilà, on a commencé la première saison. Donc la première saison c'était des teasers, donc ils avaient fait appel à 6 restaurateurs. Ouais. Et comme ils ne savaient pas trop comment ça allait commencer, je dirais que chaque restaurateur a fait un véhicule qui ont été présentés, la saison 1. Donc il y a eu 6 émissions. Et comme le concept a marché et ce qu'on proposait à l'écran était assez fun et plaisant, les audiences étaient là. Donc RMC avec la boîte de prod qui s'appelle Troisième Œil Production, je dirais qu'ils ont lancé une première saison avec 12 émissions. Donc jusqu'à la saison 6, il y avait 12 émissions. La saison 7, ils ont voulu monter un petit peu en puissance, donc il y a eu 18 émissions de fête avec 7 restaurateurs. Et là, je donne un petit scoop, c'est qu'on est en tournage de la saison 8 et cette année, il y aura 25 émissions puisque 4 restaurateurs sont venus dans le pôle des restaurateurs que François contacte
quand il a des projets et des véhicules à proposer. D'accord, ouais, j'ai vu, il y a plein de petits nouveaux qui arrivent de plus en plus. On verra ce que l'avenir nous réserve. Oui, a priori, je dirais qu'un peu les vieux de la vieille de l'émission, on est un petit peu établi, donc il ne faut pas qu'on se laisse bouffer par les petits nouveaux, mais je dirais qu'après on a de la bouteille et on a de l'expérience sur les tournages, donc les tournages, quand ils sont faits à l'atelier, sont assez fluides. On essaie d'être assez didactique quand on présente des choses pour, entre guillemets, vulgariser le plus possible notre métier, qui est un métier qui est pas aussi simple que ça, parce que sur de la voiture ancienne, trouver des pièces qui n'existent plus, ça devient compliqué. Donc on refabrique à façon, après on a des fournisseurs et des réseaux et des fournisseurs qui nous permettent de refabriquer des pièces quasiment pareilles qu'à l'origine. Mais après c'est des petites séries. Voilà. Refaire une carrosserie sur une Clio moderne, c'est assez simple, on achète les éléments, on les monte, on les peint. Sur une voiture ancienne, quand sur une 304 cabriolet, une aile avant est bousillée ou une aile arrière est bousillée, il faut retravailler la tôle, souvent partir d'une feuille blanche, d'une plaque en tôle, et tout reformer à la main. Et ça, je dirais que c'est de l'expérience qu'on a acquis petit à petit, à force de faire. Ma première grosse restauration, c'était un D4D, ce qu'on appelle le nez de cochon, Walker Echenard et après Peugeot. Je devais faire les deux ailes arrière complètement arrondies parce qu'il n'y a pas de pare-choc. La première, je l'ai jetée, la deuxième, je l'ai jetée. La cinquième commençait à ressembler un peu à une aile arrière de D4, mais je crois que c'est quasiment à la 10e où j'ai réussi à faire quelque chose de correct qui correspondait aux formes d'origine que j'ai installé sur le véhicule. Je dirais qu'une fois bien soudé, ça se voit pas. D'accord. Ouais, mais c'est vraiment du temps à passer. De toute façon, c'est un métier, c'est un art. Oui. Et puis il y a aussi beaucoup d'apprentissage par le regard, où on essaie de reproduire des gestes qu'on a vus sur des professionnels. Donc effectivement, on n'a pas forcément la théorie à la base, mais le fait de voir et de pratiquer permet de se former, peut-être un peu autodidacte. On a quelques intervenants extérieurs qui viennent de temps en temps sur des choses un peu pointues, notamment sur travailler l'aluminium, parce que travailler l'aluminium c'est un métier aussi à part. Mais je dirais que maintenant on est relativement polyvalent et on est capable de gérer des restaurations de A à Z ici. Et puis comme c'est un garage quand même très convivial, quand quelqu'un a besoin d'un coup de main pour remonter un moteur et tout, on est tous là, fidèles au poste pour donner un coup de main, pour faire avancer des projets. C'est top, l'humain est important, le portage est important. Ce qui me fait marrer, c'est que tu as parlé du regard. Le regard dans ton métier. Moi, dans mon métier, moniteur de conduite, c'est très important. Oui. Du coup, je te propose de partager un petit moment ensemble, comme je te disais, en voiture. On va rouler ensemble, 5-10 minutes. Et on va parler de la conduite. Moi, à l'issue, je ferai une petite analyse et je te poserai 2-3 questions. Quelle voiture tu proposes pour faire un petit tour? Écoute, ma voiture au quotidien. Un peu la même que celle-là, mais une voiture de route. D'accord. Je t'emmène faire un tour en cox. Écoute, avec plaisir, c'est parti. D'accord. Merci. Allez, c'est parti. Il va falloir peut-être qu'on parle un peu fort. Je sais pas, elle fait du bruit l'auto? Non, pas trop. Hop là. Écoute, on se fait un truc naturel. Il faut aimer la proximité, on est tout proche. J'ai une phono de fou. Une sono de fou dans ma caisse. Par contre, si on laisse le son, ça va bugger. Il y a juste deux haut-parleurs. Putain, c'est bon ça. Bon, on est parti faire le petit tour avec Nico. Du coup, Nico, tu m'emmènes où? Écoute, on va visiter un peu la campagne autour de Boissy-le-Sec. D'accord, tu me ramènes pas à la poste comme avec Alex? Non, on va traverser le village qui est assez sympathique. C'est un village un peu mort parce que on n'est pas très loin des temples, donc à l'époque il y avait certains commerçants, alors que là maintenant c'est juste entre guillemets une ville où il y a des personnes âgées qui sont bien chez eux au chaud, j'espère pour eux. Mais voilà, écoute, on va faire un petit tour. Ouais, les campagnes se désertent de plus en plus. Exactement. Hop. Il y a un médecin sur la commune quand même? Je ne sais pas. Moi, j'habite pas du tout dans le coin. D'accord. Moi, je suis parisien. J'habite dans le 15e arrondissement, à la Motte-Piquet. Et c'est mon côté un peu écolo où je passe mes journées à la campagne, au milieu des champs. Je vois des animaux le matin quand je viens travailler. Je viens assez tôt. Donc voilà. Et puis, comme je fais 150-160 km par jour avec une ancienne,
Je l'ai transformé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Et je roule à l'alcool, à 100% alcool. Toi ou la voiture? Elle tourne très bien. Enfin, une coccinelle, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. D'accord. Elle marche dans tous les cas. Donc, alors, bouge pas, je te coupe 2 secondes. Je me suis rendu compte que j'ai pas mis ma ceinture. Moi non plus. Ah d'accord, ok. Bah écoute, moi je vais la mettre. Toi, je te laisse gérer. Je coupe 2 secondes. Allez, on met notre ceinture. T'as bien fait de m'y faire penser. Ouais, parce que ça va. C'est une ancienne, donc moi je la mets très rarement. Elle marche celle-là ou pas? Oui, oui. Nickel. Hop là, c'est voilà. clipsé. Allez, je reprends. Allez, on va passer par là. On va faire une petite balade à la campagne. Donc voilà, ça c'est le village de Boissy-le-Sec. D'accord. Je sais pas combien il y a d'habitants, mais je crois que ça doit être 500 ou 600. Et bon, c'est un petit village de campagne qui est sympathique. Le maire est un fanat de voitures anciennes. Sérieux? Donc il vient assez souvent à l'atelier pour nous voir. J'entretiens la Mini de sa femme. Sympa. Il avait une 911, une Carrera 3 litres. C'est moi qui faisais l'entretien aussi. D'accord. Voilà. C'est un mec très sympa, il s'appelle Fred. Voilà. Et du coup, en parlant du garage, justement, tu l'as ouvert, si je dis pas de bêtises, 1985, c'est ça? Ouais, le garage a été ouvert en même temps. D'ailleurs, le nom du garage, c'est le nom de ma voiture de course. D'accord. Dans le monde VV, on aime bien donner aux voitures de course des petits noms. Ok. Donc, il y a Lady Marmelade, il y a Triple X, il y a toutes les voitures de course Dragster ont un nom. D'accord. Moi, la mienne s'appelle Peanuts Butter. Et quand j'ai ouvert le garage, je me suis dit, trouver un nom de garage, il faut être pertinent. Donc après, on peut prendre ses initiales. Olivier de Stefano, son garage, c'est ODS. Ouais. Donc ses initiales. Pascal Nicolas, son garage, c'est PN Classique. Bien sûr. C'est ses initiales. J'avais pas envie de rentrer dans un schéma assez simple. Et quand j'ai ouvert les portes du garage, ma voiture de course était au milieu de l'atelier avec marqué en gros Peanuts Butter sur les portières. Je me suis dit Peanuts Butter Garage, c'est très pertinent. C'est génial, c'est top. Et c'est original, c'est sympa. Oui, et puis ça change un petit peu. Non, bien sûr, il faut un peu d'originalité. Exactement. Et puis on est en plein dedans là avec une coccinelle orange. Bah, c'est ma voiture depuis mes 17 ans. Je roule avec une coccinelle orange, une 1303 avec un pare-brise bombé. Un des derniers modèles avec un tableau de bord en plastique. D'accord. C'est pas les voitures les plus comment dirais-je, appréciées par le monde VV parce que c'est quand même le modèle un peu moderne avec des gros feux à l'arrière. Ouais. Mais moi j'ai toujours vécu dans cette voiture là et ça a toujours été mon kiff de rouler en cox. Ouais, puis c'est entre guillemets quand c'est sorti la voiture pour le peuple en fait. Exactement. Non mais c'est ça. Et franchement ma petite fierté quand même c'est de rouler à l'éthanol. Ouais. Donc on émet quand même beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'une voiture à essence. Bien sûr. Et je dirais que c'est une petite contribution de ma part à l'environnement de rouler à l'alcool, donc émettre beaucoup moins de polluants, même qu'une voiture moderne, hein, avec les FAP, les filtres, etc. Moi je suis écolo en roulant toujours en ancienne. Non mais c'est top, voilà, c'est plaisir, écologie, on a déjà 2 bons facteurs intéressants, c'est top. Exactement. D'accord. Et dis-moi, sur ton aventure vintage, comme tu me disais, ouais. Pourquoi? Comment c'est venu? Ça a été quoi? Le hasard? Comment ça se fait que tu t'es retrouvé à la télé du jour au lendemain? Alors moi François c'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans. D'accord. Presque un ami d'enfance. Ok. Et un jour je l'ai appelé, moi j'ai fait toute ma carrière dans la publicité, la communication. Il y a une voiture, on va attendre qu'elle passe. On va essayer de rester concentré sur la route, c'est le principal. Mais nous sommes des hommes, nous avons du mal à faire 2 choses en même temps. C'est vrai, mais c'est surtout avec toi, il faut faire attention. Bah oui. Je vais me faire aligner, j'ai pas envie. Je suis en repos là, Voilà. Tu disais, donc du coup... François, je l'appelle un lundi matin, donc je quitte ma société d'événements, je décide d'aller dans mon garage. Ouais. Et j'appelle François en disant, écoute François, je viens de monter un garage. Et François à ce moment-là me dit, bah écoute, si jeudi t'as rien à faire, moi j'ai un rendez-vous pour un projet d'émission de télé. D'accord. Si t'es motivé, vas-y. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Sympa. On s'est présenté, moi j'ai été accepté en tant que restaurateur, François en tant que présentateur de l'émission. Et puis c'est une aventure, on est en train de tourner la saison 8, donc ça fait quasiment 8 ans que l'émission a commencé. Donc c'est vraiment sympa. Et puis ça rapporte un peu quelques paillettes au garage. Quand je viens de l'événement, comme je viens de la pub, bien sûr, il y avait toujours un peu de paillettes. Et l'émission apporte ces petites paillettes qui manquaient au garage, parce que rester à 24 heures sur 24 à l'atelier,
ouais, je vois ce que tu veux dire. Psychologiquement un peu compliqué. Mais là, l'émission apporte quelques paillettes et puis apporte aussi notre savoir-faire. Ouais, et puis même dans l'autre sens, toi t'apportes aussi des paillettes entre guillemets, dans le sens où tu amènes ton savoir-faire, ta bonne humeur, et puis l'avantage c'est que c'est un côté très humain. Tu vois, moi quand je regarde l'émission, on n'a pas l'impression que c'est des mecs qui vont, pour parler vulgairement, se la raconter, etc. C'est des mecs qui sont comme ça dans la vraie vie, là on le voit aujourd'hui, simple, dans le partage, dans l'échange, et puis surtout passionné quoi. Oui, moi je joue pas de rôle, hein. Je suis comme je suis. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. On prend ce qu'il y a à prendre. Voilà, je fais pas plus d'efforts que ça pour faire l'émission Vintage Mécanique. Ah, c'est ce qui fait aussi que ça dure. Celui qui va se donner, qui va jouer un rôle, ça va être éphémère. À un moment donné, entre guillemets, les gens vont s'en rendre compte et puis c'est fini. Là, vous êtes naturel et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Enfin, je pense, hein, mon humble avis. Mais je pense que c'est ça aussi. Et le fait aussi, moi, j'aime beaucoup transmettre. J'aime bien expliquer. Les gens qui ne savent pas comment fonctionne un moteur, etc. J'aime bien expliquer parce que c'est ma passion, parce que je passe mon temps à comprendre la mécanique. Je pense qu'il faut savoir parler à la mécanique. Bah tiens, justement, ça me fait penser à un sujet. On m'a dit que tu étais une bible au niveau des moteurs refroidissement par air. Donc moi, je n'ai pas connu. Bah, c'est que des moteurs. Une bible, ça fait depuis 85 que je mets les mains dedans. Mon année de naissance. Je devrais te vous voyer. Et oui, moteur Fiat 500, les 356, 911. Alors après, moi je m'arrête au niveau restauration. Je veux pas de véhicule au-delà des années de mi-80, voire fin des années 80. C'est des voitures qui deviennent compliquées avec beaucoup d'électronique. Et je trouve qu'on perd un peu ce côté mécano et passion de faire fonctionner les choses. L'électronique a pris trop le pas sur la mécanique. Bah, j'ai envie de te dire, au niveau du confort, de la conduite, c'est plus aseptisé, et limite au niveau de l'entretien, c'est pareil. Oui, et puis surtout, c'est que l'électronique apporte un côté aléatoire. La mécanique, le moteur ne fonctionne pas, il est bloqué. Ouais. Donc soit il y a un piston, une soupape qui est tombée dans le moteur et qui est bloquée. Enfin, je dirais que mécaniquement, tout est presque refaisable. D'accord. Dès qu'il y a un gremlins qui se met dans l'électronique et que la voiture est rideau devant chez toi le matin et que tu dois aller bosser, t'as beau être le meilleur mécano du monde, si t'es pas informaticien ou des notions d'électronique très poussées, bah, ta voiture elle va rester devant chez toi. Ouais, bien sûr. Et c'est un dépanneur qui va venir la chercher. Moi je trouve que la voiture est devenue plus un objet, un déplaçoir que réellement un plaisir. Ouais. C'est pour ça que heureusement que les voitures anciennes ont toujours cet engouement, parce que je pense qu'on roulait avec une ancienne, on s'est approprié la voiture, elle nous appartient et c'est presque un plaisir de rouler avec. Les voitures modernes, je pense que c'est plus des déplaçoirs. Il faut que ça soit confortable, pas trop compliqué à conduire. Il y a beaucoup d'aide à la conduite, etc. Et quand elle ne marche pas, on la donne au garage et on la récupère, etc. Je pense qu'il n'y a pas réellement un plaisir plus important que ça de rouler avec une voiture moderne que rouler avec une ancienne. Non, je te rejoins complètement. Et comme disait Monsieur Beltoise à l'époque, c'était vraiment la liberté, la bagnole. Là, j'ai plus cette impression. Alors après... si on récupère cette liberté en roulant en ancienne. Oui, oui, bien sûr. Le dimanche matin, moi je le fais assez souvent, je fais quelques petits, entre guillemets, ce qu'on appelle des rencarts. Ouais, des rassemblements. Souvent, voilà, c'est 10h à midi et demi. Le dimanche matin, plutôt que de regarder la télévision et de pas avoir quelque chose de productif à faire, bah, quand tu as une ancienne, tu prends ton ancienne et tu vas faire une belle balade. D'accord. Voilà. Par des petites routes comme aujourd'hui, là, c'est top. Là. Ah, exactement. Ah, c'est génial. C'est un art de vivre de rouler en ancienne. Il n'y a pas de notion d'obligation. Souvent, moi, j'ai beaucoup de mes clients qui ont une ancienne et qui roulent avec leur ancienne pour le plaisir. Ouais. Mais ils ont un véhicule moderne pour partir en vacances avec les enfants, etc. Moi, j'ai toujours refusé un peu ça. Ma coccinelle, c'est ma voiture au quotidien, c'est ma voiture pour partir en vacances, c'est ma voiture pour tout. Bah après, ouais. C'est vrai que les anciennes ont un peu cette mauvaise image de véhicules entre guillemets un peu moins fiables. Tu vois, je repense à ce que je te disais tout à l'heure, les véhicules justement refroidis par air. Pour moi, de ma petite expérience, véhicule refroidi par air plutôt que par liquide de refroidissement, bah, aurait plus tendance à chauffer. Il faut surtout pas se retrouver dans les bouchons. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors c'est une mauvaise idée. D'accord, ok. Le refroidi par air
moteur quand même assez poussé, et surtout gagner en performance. On fait des plus petits moteurs, mais qui ont beaucoup plus de taux de compression, donc un rendement énergétique bien supérieur à une voiture ancienne. D'accord. Et ça permet de diminuer la pollution, diminuer les consommations, etc. Sauf que il y a de l'eau. Les moteurs refroidis par air sont entre guillemets un peu moins puissants que les moteurs refroidis par eau, du fait que comme on chauffe plus, bah, on a des taux de compression qui sont inférieurs, on a plein de choses qui sont différentes d'un moteur à eau. D'accord. Et on perd en rendement. Le plus gros moteur VV était un 1600 cm3 qui fait 50 chevaux, alors que Peugeot à l'époque, des voitures comme la 204 ou 304, qui sont des voitures qui sont de la même époque que la mienne, le 1150 cm3 faisait 54 chevaux. D'accord. Donc il y avait beaucoup moins de cylindrée, il faisait quasiment la même puissance qu'un moteur comme ça. Sauf qu'il faut savoir, par exemple, un moteur refroidi par air comme celui de la Coccinelle a été créé, les premiers prototypes c'est 1932, donc une Coccinelle est presque une voiture avant-guerre, mais avec un rendement énergétique d'avant-guerre. D'accord, voilà. Ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Donc ouais, et puis après, dans l'absolu, si on peut résumer, les véhicules d'époque, c'est pas forcément moins fiable. Faut juste s'y connaître un peu, être un peu débrouillard comme toi tu l'es, j'imagine, et mettre un peu les mains dedans. Voilà, et puis il faut de l'entretien. Je dirais qu'une voiture moderne, après, on fait des vidanges tous les 15 000 km. Ouais. Soit une Coccinelle, il faut faire des vidanges tous les 5 000 km, il n'y a pas de filtre à huile. Donc, mais je dirais que si on fait un entretien régulier, c'est aussi fiable. Celle-là, elle a 364 000 km. Le moteur est d'origine. D'accord, ah oui, jamais changé? Jamais changé. La voiture est entretenue. La voiture roule au quotidien. Je pense aussi qu'une ancienne, il faut qu'elle roule. Ouais. Une voiture qui roule pas s'abîme. Moi, je roule beaucoup et je roule tous les jours et tout le temps avec. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle ait cette longévité et qu'elle roule. Ouais. Si elle reste au garage sous voilà, une bâche. Moi, quand je prends l'avion pour partir, ça m'arrive de partir en avion en vacances, la voiture va rester à l'atelier pendant 15 jours, 3 semaines. Ouais. Bah, elle me fait sentir qu'elle n'a pas aimé et que pendant 15 jours, 3 semaines, plus de mal à démarrer, elle donne quelques petits à-coups. Je dirais que voilà. Mais au bout de 3-4 jours, elle a repris le bon pli et c'est reparti. De nouveau à bien rouler. Ah, c'est vraiment un état d'esprit. Exactement. Ouais. Ok. Bah écoute, Nico, merci beaucoup pour ton temps, pour ce petit tour en voiture. Bah écoute, c'est un plaisir aussi. Hein. Ah, c'est gentil. Tu es venu pour nous voir. On te parle de notre passion. Moi, ça me paraît normal. Ah, mais c'est vraiment agréable d'être reçu. En plus avec le petit café. Alors je l'ai pas filmé, mais bien accueilli. Et puis voilà, de se rendre compte que bah, les gens de la télé, j'aime pas trop dire ce mot, mais pour le coup, bah. Ouais, mais bon, il y a les gens de la télé, les gens de la télé. Moi, j'ai jamais essayé de faire être quelqu'un d'autre que je suis. Donc je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire moi-même. D'accord. Voilà. Et puis tu le fais avec le cœur, donc. Et l'avantage de les émissions que je fais, notamment Vintage Mécanique et Top Mécanique, ouais. La société de production audiovisuelle ne m'a jamais donné aucune directive. D'accord. Je suis ce que je suis et je fais ce que je veux. On m'a jamais dit il faut être comme ça, il faut faire ceci, il faut dire cela, etc. Il y a vraiment ce côté aussi complètement libre de sa personnalité, de son caractère, et ça fonctionne très bien comme ça. De toi à moi, vu ton caractère, ils auraient commencé à dire bon monsieur, faut changer un peu ça, tu serais barré. Ouais, je suis arrivé à un âge où j'ai plus entre guillemets envie réellement de m'emmerder dans la vie, j'ai envie de profiter. Donc c'est pour ça que je fais un métier qui me passionne. Bien sûr. Je sais plus quel grand écrivain disait que le jour où on a trouvé son métier, on n'est plus obligé de bosser. Ben moi je ne suis plus obligé de bosser depuis 7 ans. Le matin je pars avec une banane jusque là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de toilette dans l'atelier. Mais je suis heureux comme ça. Je rentre le soir les mains pleines de cambouis. Mais c'est mon bonheur. Et je veux que ma vie continue et reste comme ça. Bah écoute, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Alors on prend rarement des conseils des plus jeunes, mais je te conseille de ne rien changer, rester comme ça. Ouais, je pense que c'est un style de vie et puis c'est un art de vivre et puis une qualité de vie. J'ai géré beaucoup de personnel avant. Là maintenant je me gère moi et c'est très bien. Et j'en suis très heureux. Bon bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que beaucoup de personnes peuvent avoir la chance de dire la même chose. Merci beaucoup pour ton temps encore une fois.
on se retrouve au garage, juste faire une petite analyse de la conduite. Ok. Et puis 2-3 petites questions et puis je te laisse tranquille. Eh ben super. Eh ben écoute, j'ouvre la porte et on rentre. Super, je te remercie, merci pour ce tour. Sympa ton petit écusson. Merci beaucoup. Ah, c'est cool, c'est cool. C'est quelqu'un que j'aime bien qui me l'a offert et ça me fait très plaisir de le porter. Eh bah écoute, bah c'est cool. Je flouterai à la caméra parce qu'il y a des choses que je peux pas dire, mais on s'en fout, garde-le. D'accord. C'est plaisir. Ok. Merci pour cet échange ensemble en voiture. Oui. Petite analyse de ta conduite, si je peux me permettre. Je recule un peu au cas où. J'aime bien parler de la position des mains, position des jambes. Oui. D'accord. Est-ce que tu as un repose-pied dans la cox? Non. Non. Il y a un truc qui est très bien, tu sais, je conseille beaucoup aux personnes de mettre leurs pieds sur le repose-pied pour avoir un bon ressenti du véhicule. Oui. Toi, tu fais partie des rares personnes qui ont un super ressenti en ayant le pied complètement plié, posé sur la tôle. Alors, le problème de la VV, dis-moi, c'est que le changement de le pédalier est comme une voiture de course, c'est-à-dire qu'il est vissé au sol et il n'est pas suspendu. Donc on ne peut pas laisser le pied, il n'y a pas de repose-pied, parce que comme c'est une voiture ancienne avec un avant assez pointu, il n'y a pas l'emplacement pour mettre son pied. Donc on le replie ou on le met en dessous, on ne le laisse pas sur l'embrayage bien sûr, parce que sinon ça défonce les butées, les embrayages, etc. Mais effectivement c'est une voiture où il n'y a pas beaucoup de place au niveau des pieds. Il y a la place des 3 pédales, point final. Ouais, et puis du coup, ce qui est top, c'est que tu t'adaptes parce que je vois le pied il est posé, le ressenti, il n'y a aucun problème. Dès qu'il y a besoin, tout de suite, le pied vient au cas où. Et c'est pareil avec tes mains. Au niveau des mains, moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que tu as tout le temps une main qui est positionnée à 9h sur le volant. Oui. Et donc, tu discutes comme moi, tu parles beaucoup avec les mains, etc. Oui. Mais dès qu'il y a besoin, dès qu'on sent que sur la route, ça se complique façon de parler, tout de suite, la main, elle revient. Il faut toujours mettre plutôt 2 mains sur le volant qu'une seule. Oui, mais on est entièrement d'accord. Plus facile pour solliciter, intervenir, etc. Oui. Donc voilà, on est vraiment pas mal. Je parle pas de la ceinture. Bah la ceinture c'est une ancienne. Oui, et puis l'euphorie de la première rencontre entre nous, on en oublie tous les deux la ceinture. Et je pense que la mienne, à quelques mois près, il n'y avait pas de ceinture à l'intérieur. Donc. T'avais pas avant des ceintures 2 points comme dans les avions, non? Alors les ceintures de 0 à 3 points, direct. Les 2 points n'ont jamais été homologués en France. D'accord, bah écoute, j'apprends quelque chose. Parce que ça cuit les gens plus que pas de ceinture du tout. Ouais, donc les ceintures 2 points sont un peu rédhibitoires. Souvent c'est pour le look. On met des ceintures 2 points dans une ancienne parce que ça fait un look un peu sympa ou dans une ricaine. Mais non, la vraie ceinture c'est la 3 points. J'en ai dans la mienne, effectivement je la mets pas. Une voiture moderne, je mets systématiquement une ceinture. Ça c'est une ancienne, à quelques mois il n'y avait pas de ceinture. Je roulais avec une Aronde de 59 où il n'y avait même pas de rétro extérieur. Je dirais que quand on suit les règles de circulation routière, on est assez nombreux sur la route, donc il faut vraiment faire attention. Bien sûr. À ce qu'on fait, donc voilà. Alors on va pas spoiler ma question d'après, je sens que tu y viens, mais au niveau de la ceinture, bien évidemment, moi c'est un combat que j'ai au quotidien. Pourquoi? Parce que ce soit une ancienne, une nouvelle, si on parle d'énergie cinétique, d'énergie accumulée, je vais prendre, je sais pas, une bagnole de base de 1 tonne 2, 1 tonne 3, bah, déjà aller à 80 km/h, on est à plus de 30 tonnes. Oui. Donc c'est vrai, alors la ceinture de pont, on laisse tomber parce que ça va tout bloquer, la personne va rester dans la voiture, il n'y a plus rien en dessous. Oui. Par contre, ouais, ceinture pour tout le monde, c'est un conseil qu'on donne aux jeunes, aux anciens, à tout le monde. Mais les habitudes, on la vie dure. Les habitudes, on la vie dure. Effectivement, la ceinture, il faut la mettre tout le temps. Après, effectivement, après les anciennes, ça dépend. Il y a beaucoup d'anciennes, passé une certaine date, qui n'ont pas de ceinture. On prend aussi l'habitude de rouler sans ceinture. Et on roule peut-être un peu plus cool. Bon, déjà d'une fait que c'est une ancienne avec des performances inférieures à une voiture moderne. Et puis surtout, c'est qu'on roule pas de la même façon. Une voiture moderne est là pour se déplacer. Une voiture ancienne, c'est plus un plaisir de rouler. Donc je pense que les gens sont beaucoup plus attentifs à ça. C'est pour ça que les assurances de collection sont des assurances qui coûtent très peu cher, parce qu'on sait que la personne qui possède cette voiture va en prendre très soin et va faire très attention. Et comme on disait dans la voiture, limite elle est connectée à sa voiture, elle vit tout ce qui se passe avec sa voiture, elle est toujours exactement. C'est un membre de la famille. Une voiture ancienne, dans une famille, souvent c'est le 4e, 5e ou 6e membre de la famille. Et c'est pour ça qu'on lui donne un petit nom. Exactement. Faire garage, etc. Exactement. Ok, super. Je te propose, comme à mes autres invités, de venir sur circuit, un de ces quatre. Il me semble que tu en as déjà fait, en drag et même en grip. As déjà fait ouais, pas mal. J'ai fait beaucoup de... J'étais même pas né que le mec était déjà en passé. Mon père m'avait fabriqué, j'avais 3 ans, un kart avec un moteur de mobilette. D'accord. C'était un kart à pédales qui est modifié et j'ai passé ma vie avec un volant. Je m'étonne que tu aies un ressenti de folie. Donc, ah oui. Donc, mais on conduit avec les fesses. Hein.
ça c'est. Les gens qui me regardent avec des yeux, mais. Les fesses sont presque plus importantes que le volant, à la limite, parce qu'on sent la voiture. Je partage ton avis. Donc, dans tous les cas, avec plaisir sur circuit, la voiture que tu veux, j'imagine une ancienne. Alors, moi, plus ancienne, mais après, ce que tu me proposes, je prends. Après, en voiture perso, moi, ça va être de l'AE30 ou de l'AE36 BMW. BMW, j'ai eu 5 E30 et 2 E36. Trop récent ou tu veux plus? Non, c'est parfait. Bon, écoute, on ira faire un tour avec le. Dès que ça glisse et dès que c'est une propulsion, c'est pour moi. Ah, parfait. Écoute, on se revoit sur circuit, en grip, en drift, on s'en fout, on verra tout, on s'en fout, on verra, on s'adaptera. Dernière petite question, après je ne t'embête plus. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à notre public, nos téléspectateurs, le conseil que tu veux? Alors, le conseil, c'est on peut se faire plaisir maintenant assez facilement sur des circuits. Donc, faisons-nous plaisir sur des circuits, mais sur la route, on est nombreux. On n'est pas tout seul sur la route. Bien sûr. On a un environnement qui fait que c'est toujours agressif. Donc il faut suivre des règles. Ça sert à rien d'essayer de passer devant une voiture dans les embouteillages. Il faut la balle et puis normalement ça se passe bien. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Bah je t'en prie. À une prochaine. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Merci et également. Que tu viennes nous voir. Super, salut. À très bientôt. De Rosalie. De Rosalie? Ouais. D'accord. 1934. Donc soupape latérale. En fin de compte, les soupapes sont dans le bloc moteur comme ça. Ok. Monte et descend. La chambre de combustion a une forme particulière, avec une chambre qui est en forme un peu de trapèze. D'accord. Et l'admission se fait sur le latéral. C'est pour ça qu'on appelle ça un moteur à soupape latérale. Donc il n'y a pas de taux de compression, il n'y a pas de rendement. C'est pas un moteur qui tourne. C'est un 1800 cm3 et il fait 36 chevaux. D'accord. 3100, 3200 tours. Ah oui, ok. Ça tourne, les moteurs essence d'avant-guerre tournent moins vite que les diesels modernes. D'accord, ok. Voilà. C'est bon, c'est fiable. C'est fiable. En réflexion, c'est très compliqué puisque la plupart des. Il n'y a pas de coussinet dessus. D'accord, ok. Ce sont ce qu'on appelle régulés. Donc on coule de la régule au niveau des bielles et après on usine pour qu'elle soit à la coque du vilebrequin. Le vilebrequin a été entièrement rectifié, la culasse rectifiée, bloc rectifié, les ressorts de soupape sont neufs, les soupapes sont neuves, toute la ligne d'arbre a été refaite à neuf, les coussinets sont neufs, les bielles ont été régulées. Donc voilà, avec une petite astuce supplémentaire, c'est que les bougies d'origine sur ce moteur sont des culots en 18 mm. Donc c'est très compliqué à trouver. Ok, ah oui, ouais, d'accord. Mais on trouve des adaptateurs que l'on met dans la culasse qui permettent de passer en bougie moderne. Les indices thermiques sont les mêmes, sauf que on trouve plus facilement ces modèles-là que ces modèles-là qui sont vendus que vraiment dans des boutiques spécialisées. D'accord. Et le reste des pièces, tu arrives à trouver assez facilement ou compliqué? Alors c'est assez compliqué. L'arbre à cam, bon pas sur celui-là, mais le président du club Rosalie, l'arbre à cam, il l'a trouvé chez un brocanteur, c'était un pied de lampe. D'accord, ok. Comme l'arbre à cam était moins mangé que le sien, il a récupéré la lampe, il a fait sauter les soudures, il a fait une petite rective dessus et l'arbre à cam qui était une lampe de bureau est de nouveau devenu un arbre à cam. Génial, génial comme histoire. Ouais, Sur la Rosalie, les phares avant, c'était des lampes de bureau. Les phares de la Rosalie avaient été modifiés pour faire des lampes pour mettre sur un bureau. D'accord, ok. Donc j'ai acheté les lampes de bureau et je les ai remis en phare de Rosalie. D'accord. Ah, génial, ouais, parce que retrouver les pièces neuves là c'est impossible. C'est des brocanteurs, des occasions. Alors on peut trouver des pièces pas neuves, mais comme c'est de la grosse matière et c'est de la fonte, tout se rectifie relativement facilement. D'accord. Après il faut avoir un peu de moyens. Ouais, bien sûr. Parce que sur les vieilles mécaniques comme ça, les coûts sont assez élevés parce qu'il faut des outils spécifiques, il faut du matériel spécifique et les gens qui font de la régule pour réguler une bielle, maintenant il y en a 3-4 en France qui font encore ça. D'accord. Dont un qui est pas terrible où la régule se barre. Ouais. Donc voilà, c'est assez compliqué. Pour des moteurs modernes, on commande des coussinets, on les change, ça vaut pas grand chose. Oui. Les coussinets sur une coccinelle au niveau des bielles, ça vaut grosso modo entre 40 et 50 balles. Réguler 4 bielles sur un moteur d'avant-guerre, c'est 1600 €. D'accord, ouais, et puis il faut connaître. Voilà, avec une durée de vie de 15-20 000 km à tout casser, où on redémonte et on refait. Ouais, on est clairement dans de la passion là. On est dans de la passion. D'accord. Une Rosalie, il y a des points de graissage, il y en a 9 par train roulant, donc 9 avant gauche, 9 avant droit, etc. et l'arrière. Et
il faut graisser tous les 500 km. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'à une certaine époque, des stations-service, c'était des stations-service vidange, graissage. Il y avait des fosses. Des gens arrivaient le matin, les ouvriers, descendaient dans la fosse à 8 h du mat. D'accord. Et toute la journée, c'était des balais de voitures qui rentraient, qui sortaient. Et les mecs passaient leur vie dans la fosse du garage. À regresser. À graisser et à faire des vidanges. D'accord, c'est pour ça qu'ils avaient des bidons avec des espèces de becs au bout là pour. Exactement. D'accord, ok. Ah, c'est pas que dans les films en fait. Non, non. Oui, d'accord, je te remercie. Maintenant, les fosses sont interdites dans les garages parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Ah, ok. Donc, les ponts sont devenus un peu la norme standard. Mais monter une avant-guerre sur un pont, c'est quasiment impossible parce qu'il n'y a aucun point d'appui. D'accord. Donc il faut mettre des gros bastins, il faut... Ouais, tu lèves toute la structure, tu peux pas te Exactement, prendre... Ok. D'accord. Ok, bah merci pour toutes ces infos. Pas de problème. Bon, du coup, je vais voir au fond du garage, on a Gilles qui est en train de bosser. Gilles, t'es là? Je suis là. Ah, ok, comment vas-tu? Ça va? Tranquillou? Ouais. Bon, dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah là, je suis en train de sonder les bas de caisse de cette jolie MG Midjet. D'accord. Afin de sonder, de voir l'état intérieur de la poutre, pour voir au niveau de la restauration, pour affiner le devis, voir qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'il y a un changement possible, est-ce qu'il faut changer cette pièce ou pas. D'accord, ouais, parce que l'extérieur, tu peux te rendre compte, mais pas... c'est propre, mais l'intérieur, c'est là où on s'aperçoit de... Bah justement, là, je vois qu'il va falloir intervenir derrière cette partie-là. Donc là, on voit... Ah oui, tu mets une petite caméra, d'accord. Un endoscope, ça me permet de voir l'intérieur de la cavité et de m'apercevoir que bah, c'est pas génial. Ah ouais, ça a l'air d'être un peu touché là. Il y a des trous. Donc derrière, c'est bon à travailler. D'accord, j'ai l'impression de faire un reportage sur la chirurgie. Là. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. Donc c'est compliqué. Et donc du coup, il y aura besoin de faire une intervention. L'endoscope, c'est tout simple, hein, c'est une petite caméra au bout d'un fil. D'accord. Et on rentre dans n'importe quelle cavité pour voir ce qui se passe. Nickel, nickel. Bon bah je te laisse bosser, je te dérange pas. Ça va. Salut. Bonne journée. Merci toi aussi. Merci.